Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le dispositif éco-énergie tertiaire. Il va commencer d'ici quelques minutes. On vous laisse rejoindre cette plateforme. À tout de suite. Donc, bonjour à tous, donc il est 13h30, donc on va commencer ce webinaire sur le dispositif éco-énergie tertiaire. Donc l'objectif c'est de savoir quels sont les enjeux et les échéances pour votre établissement. Donc ce webinaire va être co-animé par Gwenaël Jean, qui est associé fondateur de la société Géon, ainsi que sa collaboratrice Alexandra Leclerc, directrice de projet en ingénierie chez Géon. Et donc moi-même, Sophie Pouvreau, qui suis juriste en charge des enjeux liés à l'immobilier scolaire, donc à la FNOGEC. Donc voilà, la FNOGEC a déjà pu aborder ces questions liées au décret tertiaire. C'est une thématique qu'on avait abordée notamment lors de la journée immobilier, donc faut pas de 2021, donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller revoir les supports. Il y a toute la matinée traitait de cette thématique. Vous avez également des fiches pratiques et des outils qui ont été diffusés sur l'espace Isidore. Donc voilà, avec un certain nombre de fiches qu'il faut aller consulter, une fois aux questions, etc. Donc on va de plus en plus abonder cette base documentaire. Donc là, l'objectif, en fait, en partenariat avec la Mutuelle Saint-Christophe, c'était de vous proposer des webinars pour mieux comprendre le dispositif éco-énergie tertiaire et surtout mieux comprendre l'utilisation de la fameuse plateforme sur laquelle vous allez devoir déclarer que ce soit votre parc immobilier ou vos consommations. Et également, là, on souhaite vous informer, toujours avec le partenariat de la Mutuelle Saint-Christophe, de la mise en place d'une hotline qui se fera la semaine prochaine. Donc, on communiquera début de semaine prochaine le numéro de téléphone auquel que vous pourrez contacter. Et ça permettra d'abonder une foire aux questions qui sera disponible dès la semaine prochaine également. Donc voilà, je vais passer la parole à Gwenaël donc pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Merci. Bonjour à tous, merci Sophie pour cette introduction. Ravi de vous accompagner sur la mise en œuvre du respect du décret tertiaire dans le cadre des établissements scolaires. Donc l'idée, c'est, comme ça a été indiqué, donc, de faire ce premier webinaire pour vous indiquer et vous aider à rentrer dans la saisie de l'outil, vous donner des instructions simples sur la plupart des cas à suivre pour la saisie sur cet outil Opera. Et puis moi-même et Alexandra Leclerc, nous poursuivrons des webinaires complémentaires par la suite, avec notamment plus de détails sur les éléments des cas spécifiques, des cas pratiques qui peuvent survenir. Et évidemment, le but d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez ensuite être à l'aise pour pouvoir utiliser cet outil et réaliser vos premières déclarations. Donc, qu'est-ce qu'on fera pendant ces 3 quarts d'heure de présentation? Déjà, l'idée, c'est de vous rappeler pour le plus grand nombre, évidemment, rappeler qui est concerné par ce décret tertiaire, quels sont les objectifs, quel est le calendrier, et puis donc rentrer dans le vif du sujet pour savoir quelles sont les obligations aujourd'hui de l'ouverture de compte des entités fonctionnelles assujetties, EFA, on va en parler tout de suite, et puis des consommations. Alors tout d'abord, rappelons ensemble donc, qui est concerné par ce dispositif éco-énergie tertiaire ou décret tertiaire. Un enjeu, évidemment, on n'est pas rentré dans le détail aujourd'hui, mais c'est évidemment un enjeu de transition énergétique du secteur du bâtiment en portant un effort tout particulier sur le secteur tertiaire qui joue un impact important dans le climat de par ses consommations énergétiques. Et donc ce dispositif, évidemment, vous l'avez deviné, il a pour but de réduire
des consommations énergétiques en vue du respect des accords de Paris, du respect des enjeux de transition énergétique. Qui est concerné par cet assujettissement, c'est-à-dire l'application de ce décret éco-énergie tertiaire, eh bien, ce sont tous les bâtiments dits tertiaires en France qui cumulent plus de 1000 m². Alors, quand on dit cumule plus de 1000 m², cela veut dire que ce sont des propriétaires ou exploitants de bâtiments dès lors qu'ils ont des parties de bâtiments, des bâtiments ou un ensemble de bâtiments sur une unité foncière qui dépasse 1000 m² en termes d'activité tertiaire. Évidemment, donc, l'enseignement est concerné et puis il peut y avoir aussi des situations où la pratique sportive, des situations de petite enfance. Il faut vraiment toujours imaginer que le tertiaire est quelque chose de très vaste. On s'attachera tout particulièrement, évidemment, aux bâtiments d'enseignement, mais il faut également avoir en tête que d'autres entités sont concernées. On exclut uniquement ce qui va être parfois logement de fonction, mais les internats peuvent être concernés. Il y a aussi donc des exemptions spécifiques qui sont évidemment liées à des difficultés particulières par rapport à certains types de bâtiments. Alors déjà, évidemment, les constructions provisoires, mais aussi donc les bâtiments de culte ou utilisés pour des activités religieuses. On sait qu'il peut aussi y avoir des cas un peu spécifiques à l'échelle nationale, plein de cas différents qui peuvent nécessiter de l'exclure, c'est nécessiter cette exemption. Et donc les bâtiments où il y a une pratique de culte sont donc exemptés. Donc pour les établissements de l'enseignement catholique, dans cette situation générale, lorsqu'un établissement est géré par un ou plusieurs OGEC, qu'il a un propriétaire unique, et donc si la somme, la globalité fait plus de 1000 m², même si c'est éventuellement sur plusieurs parcelles qui sont souvent contiguës, il est bien assujetti. Il s'agira par la suite, puisqu'il nous faudrait plusieurs heures pour entrer dans le détail de l'assujettissement, il s'agira par la suite de détailler dans des webinars qui viendront des cas un petit peu plus spécifiques qui peuvent soulever des questions. Ça peut être par exemple plusieurs bâtiments implantés sur le même site et plusieurs bâtiments aussi qui peuvent être sur du multisite, c'est-à-dire avec un peu d'éloignement. On parlait aussi donc des lieux de culte parce qu'on sait qu'il y a des cas pratiques et aussi parfois des activités qui peuvent être un petit peu plus spécifiques lorsqu'il y a par exemple de l'enseignement technologique, de l'enseignement professionnel. Il faut quand même savoir en général qu'on observera que dès lors qu'on dépasse 1000 m², il est nécessaire de saisir la plupart du temps ces consommations. Alors, vous devez peut-être savoir donc il y a un système de questions-réponses qui est disponible sur Teams durant cette présentation. Et donc, vous pouvez évidemment les poser. Alexandra et moi-même tâcherons d'y répondre lorsque c'est possible, lorsque les questions concernent tout le monde. Et donc, effectivement, une question est posée sur le fait de savoir est-ce qu'on est assujetti quand on a une petite école de moins de 1000 m². Non, aujourd'hui, donc, si la somme des surfaces fait moins de 1000 m², vous n'êtes pas assujetti aujourd'hui à ce dispositif éco-énergie tertiaire. Après, il est possible que dans les années à venir, la réglementation continue à se durcir. Et donc, par conséquent, vous pourriez éventuellement l'être par la suite. On a cet exemple ici pour vous illustrer un petit peu le fait de bâtiments, d'écoles répartis sur différentes parcelles et avec une zone maternelle, une zone primaire et un gymnase et un internat. On voit bien ici sur ce petit exemple, il y en a évidemment plein d'autres, mais sur cet exemple, la somme de ces différentes entités, même s'il y a une OGEC maternelle et une OGEC primaire, l'ensemble appartient à un unique propriétaire. Il y a aussi un gymnase et un internat qui sont accolés, donc on a bien un ensemble qui est assujetti et qui fait plus de 1000 m². On a d'autres questions toujours forcément là-dessus, sur voilà, lorsque j'ai deux sites avec deux propriétaires différents mais un seul OGEC, en fait, dès qu'il y a un lien administratif ou physique et que la somme de cet ensemble fait plus de 1000 m², on est assujetti en principe. Pourquoi? Parce que ce décret tertiaire souhaite responsabiliser à la fois les propriétaires et les occupants. Et donc, par conséquent, un seul OGEC, on prend en compte l'ensemble des surfaces que l'OGEC va gérer. Donc, à l'intérieur de ça, il y a effectivement, dans les établissements, il peut y avoir de la restauration, des salles de sport et des laboratoires.
En principe, oui. Donc, dans les sous-activités à l'intérieur d'un établissement scolaire, ces espaces-là peuvent être assujettis. Alors, les salles de sport, elles sont assujetties si elles sont chauffées, en principe, hein, s'il y a une consommation associée. On va rentrer un petit peu plus dans le détail par la suite au niveau des activités. Et puis, comme je vous l'indiquais, on ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions, mais vous pourrez évidemment après disposer de webinaires et de FAQ complémentaires pour répondre à ces questions par la suite. La première question qui peut se poser, c'est est-ce que je connais bien les différentes surfaces de mon établissement? Il faut savoir que le principe retenu est une mesure des surfaces de plancher. L'ADEME juge que les surfaces brutes utiles, brutes ou Shun, sont satisfaisantes également. Donc, ce sont des surfaces que vous pourrez déclarer. Il sera autorisé de les réajuster par la suite. La question peut se poser, est-ce qu'il faut solliciter un géomètre? Ça peut représenter des coûts importants, donc ce n'est pas forcément la solution immédiate, ou bien il faut lui expliquer que c'est pour cette situation bien spécifique. Des diagnostiqueurs peuvent aussi faire des métrés suffisamment simples et rapides pour avoir ces informations-là. Et il est évidemment aussi possible de faire les mesures par soi-même, puisqu'on est sur un principe déclaratif. Et donc, les schémas d'évacuation, l'historique des mesures que vous pouvez avoir peut vous aider pour avoir une idée des surfaces générales. Donc, n'hésitez pas à aussi avoir une approche assez simple là-dessus pour éviter une certaine lourdeur au niveau du traitement des surfaces. Alors, quels sont les objectifs de ce décret tertiaire, de ce dispositif éco-énergie tertiaire? Les objectifs à atteindre, donc, c'est une véritable réduction des consommations énergétiques, mais il y a deux possibilités pour atteindre ces réductions. Alors, ce ne sont pas deux possibilités pour lesquelles vous avez le choix, ce sont des possibilités dont le choix est fait automatiquement sur cette fameuse plateforme en ligne qui s'appelle Opera. Soit il s'agit d'atteindre un objectif en valeur relative, c'est-à-dire une diminution des consommations énergétiques de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040, moins 60% en 2050, par rapport à un point de départ qui s'appelle la situation de référence, c'est-à-dire une consommation de référence que vous pourrez choisir et qui correspond à une année. Alors, pas forcément une année civile, une année scolaire. On peut choisir en fait une année, donc 12 mois glissants, entre 2010 et 2020. Donc, le principe, c'est quand même que les acteurs, les occupants et propriétaires puissent choisir leur point de départ parce que, évidemment, la vie des bâtiments est différente. Il y a pu avoir des événements différents. Alors, évidemment, la logique, l'optimisation nous amène à penser qu'on choisit une période de référence favorable, c'est-à-dire qui ne doit pas être complètement déconnectée de la réalité, mais qui souvent est la période où les consommations sont les plus élevées pour éviter d'avoir un effort qui soit impossible à tenir. Et donc, par rapport à cette référence, le premier objectif qui vient dans cette décennie, c'est donc un objectif de réduction des consommations énergétiques de moins 40%. Cet objectif inclut tous les usages, c'est-à-dire qu'il correspond à vos factures énergétiques, électricité, gaz, fuel, voilà, en général. Cet objectif est automatiquement ajusté par des variations climatiques de l'outil, donc il prend en compte la dureté climatique des régions et selon la météo qu'il y a pu avoir pendant la référence et puis après selon la météo de chaque année. Et puis il prend aussi en compte des données d'intensité d'usage, puisqu'évidemment, s'il y a des espaces qui sont utilisés de manière plus importante que de nature, il y a une tolérance par rapport à l'intensité d'usage. Donc, il y a aussi des facteurs de correction qui sont appliqués dans cet outil. Donc ça, c'est la première possibilité. J'ai un historique de consommation et je respecte un objectif de moins 40% en 2030. Et la deuxième possibilité, c'est un objectif en valeur absolue. Donc, des décrets sont parus pour indiquer les objectifs de consommation énergétique pour toutes les typologies d'activités qui existent dans le secteur tertiaire. Ce sont des documents particulièrement longs et très détaillés qui indiquent des objectifs de consommation énergétique avec des seuils donc, qui sont tous exprimés comme on l'a habituellement, comme sur des factures en kilowattheures divisé par les mètres carrés, divisé par an, kilowattheures par mètre carré par an. Et donc, ces valeurs, aujourd'hui, sont définies
pour cette première échéance de 2030. Quand vous vous saisirez sur Opera, vous verrez ensuite, après ce 30 septembre, les objectifs que vous aurez. Et donc, le logiciel vous permet de choisir l'objectif automatiquement qui est le plus favorable pour vous. Vous pouvez consulter sur Isidore donc une fiche pratique qui a été publiée en mai et qui vous explique plus en détail les objectifs de réduction de la consommation énergétique. On a souvent des questions fréquentes par rapport à ces objectifs. Donc, est-ce qu'il faut choisir un objectif en valeur absolue ou en valeur relative? Comme je viens de l'indiquer, le choix de cet objectif est automatique. Et donc, évidemment, les bâtiments qui ont une rénovation récente vont plus facilement atteindre l'objectif en valeur absolue. Les bâtiments qui ont été éventuellement énergivores, tout ou partie, vont atteindre plus facilement un objectif en valeur relative. Donc, l'outil s'adapte et donc propose une trajectoire de réduction des consommations. Vous l'avez sur l'illustration sur la droite qui permet un petit peu d'expliquer le principe tel que Opera le met en place. Vous partez d'une consommation de référence et donc l'outil vise à accompagner une réduction des consommations énergétiques qui soit le plus optimal. Comme on l'a indiqué, un des points les plus précis dans le cadre de cette saisie, c'est de définir une situation de référence, c'est-à-dire une année qui sert de point de départ et qu'on choisit entre 2010 et 2020. De la même façon, il y aura des outils d'accompagnement pour vous aider à choisir une année qui soit optimale et ça amène évidemment à devoir disposer des données énergétiques de vos établissements sur quelques années parmi celles-ci, entre 2010 et 2020. Il y a aussi d'autres cas particuliers de modulation des objectifs. Alors, on a déjà vu qu'évidemment, par exemple, les lieux de culte sont exclus, sont exemptés. Et il y aura également possibilité de moduler ces objectifs s'il y a des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. On pense particulièrement aux problématiques patrimoniales pour des bâtiments évidemment qui ne pourront pas, qui plafonnent en termes d'économie d'énergie. Donc le ministère proposera de fournir un dossier technique avant 2026. Donc en principe, ce principe de modulation, il indique qu'il doit être déclaré 5 ans au maximum après la première échéance de remontée de consommation de chaque décennie. C'est pour ça que là, en principe, la première échéance de notre décennie était en 2021. Elle a été reportée d'1 an à cause du Covid et puis à cause de l'outil qui n'était pas forcément complètement prêt. Et donc, il y a jusqu'à 2026 pour monter ce dossier technique s'il y a des bâtiments qui, visiblement, auront des contraintes patrimoniales trop importantes pour pouvoir atteindre les objectifs qui seront donnés pour 2030. Il y aura aussi possibilité de demander des modulations d'objectifs lorsqu'il y aura une vraie disproportion économique, c'est-à-dire si ce n'est pas économiquement viable, avec des temps de retour sur investissement beaucoup trop longs, d'envisager des rénovations énergétiques, en particulier sur l'enveloppe si ça dépasse 30 ans, sur le renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment si ça dépasse 15 ans, et sur les équipements plus de contrôle et de gestion si ça dépasse 6 ans. Donc, il y a néanmoins ces dispositifs de modulation qui existent, mais qui n'enlèvent pas le fait que il est nécessaire évidemment de saisir aujourd'hui ces consommations et de rentrer sur l'outil pour au moins saisir les consommations des années passées. Alors, est-ce qu'il est nécessaire peut-être de faire quelques premiers retours sur des questions particulières? Alexandra continue à répondre aux questions, mais il y en a peut-être beaucoup. Donc, merci, c'est toujours très appréciable d'avoir beaucoup de questions. On n'hésitera pas évidemment à refaire une passe en fin de webinaire s'il est nécessaire de répondre. Il y a des questions sur les entités fonctionnelles, mais ça on verra après. Oui, donc les questions qui portent sur les entités fonctionnelles, nous aborderons juste après, exactement. Et ensuite, il y a en termes des consommations. Et on abordera juste après aussi les questions liées aux consommations, exactement. Alors, comment on rentre sur ce fameux outil qui s'appelle donc Opera? Donc, c'est une plateforme qui va vraiment être centrale au niveau de la mobilisation de la filière dans les économies d'énergie et qui évidemment permettra au gouvernement de suivre les efforts accomplis. Donc, Opera, c'est vraiment la plateforme centrale qui permet la saisie des données.
on crée un compte, on rentre les données administratives et patrimoniales, et on saisit donc une situation de référence, des consommations de référence, les éléments d'intensité d'usage. Et donc, Opera donnera des remontées annuelles, une attestation de notation annuelle par rapport à l'atteinte de ces objectifs. Donc, c'est à la fois un outil qui va être utilisé aujourd'hui pour faire les premiers saisis, mais c'est un outil qui va être utilisé chaque année pour faire des remontées de consommation annuelle. On pourrait presque faire le parallèle avec ces déclarations d'impôts. On est vraiment sur le même principe, un petit peu d'effort administratif au début, et ensuite, on va rentrer sur quelque chose qui va devenir assez naturel et qui permettra de justifier d'une maîtrise des consommations énergétiques. Quel est ce calendrier? Aujourd'hui, le calendrier donné par l'État est de créer son compte Opera, de déclarer les années 2021 et 2020, et de déclarer une situation de référence, c'est-à-dire, comme on a évoqué en point de départ, une consommation énergétique de référence, et donc c'est demandé avant le 30 septembre 2022. Nous arrivons donc proche de l'échéance. Néanmoins, suite à plusieurs échanges avec l'ADEME, on peut officieusement considérer que cette période qui arrive 2022-2023 reste en test. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, même si vous avez le sentiment d'aller un petit peu vite, de devoir aller un petit peu vite pour saisir les informations, il sera possible de modifier les données durant 1 an supplémentaire. Alors, il n'est pas du tout recommandé de le modifier sans cesse, mais néanmoins, sachez qu'il restera la possibilité, c'est comme les impôts, de toucher, de faire des petits rectificatifs sur les données de vos établissements sur l'année qui vient. Nous recommandons évidemment de déjà rassembler les informations, de commencer à utiliser Opera, et puis donc voilà, de faire en sorte de se familiariser avec l'outil. Donc cette échéance du 30 septembre va se renouveler chaque année. Et puis, on a en tête une autre échéance qui va arriver voilà, à moyen terme, qui est donc 2026 et qui concernera les dossiers techniques qui sont nécessaires lorsqu'il y a des contraintes techniques patrimoniales trop importantes, comme on l'a évoqué juste avant. Voilà pour le calendrier. Et puis donc, vous avez compris, le décret tertiaire, ce sont des échéances de réduction à 2030, 2040 et 2050. Rentrons maintenant dans le vif du sujet sur les obligations, c'est-à-dire la façon dont on va pouvoir rentrer ces informations sur Opera. Donc, il suffit d'aller sur ce site, voilà, opera.adem.fr. Il est donc vraiment fortement incité d'y aller rapidement. On peut considérer que néanmoins, vous aurez été bons élèves si vous faites bien les choses d'ici la fin de l'année, et puis qu'une année de modification des données reste possible. Donc le but aujourd'hui en obligation, c'est de créer ce compte, de saisir les données administratives et de renseigner les consommations de l'année dernière, 2021, de l'année précédente, 2020, et puis cette consommation de référence. Les recommandations qui vont venir, évidemment, ont pour but de vous faire gagner du temps dans la collecte et la saisie, et évidemment de faire en sorte que vous puissiez avoir une approche simple qui soit bien optimisée, qui évite de se perdre dans des détails qui seraient éventuellement trop complexes. Alors tout d'abord, il s'agit évidemment de collecter les données des bâtiments. Collecter des données des bâtiments, pour ceci, vous pourrez aussi reconsulter la fiche pratique, à savoir si mon OGEC est-il concerné par le dispositif éco-énergie tertiaire. Alors pour pouvoir commencer à collecter les données des bâtiments, il faut savoir qu'il y a des informations aussi administratives et donc techniques qui sont à préparer. Il y a donc à savoir qui sont les propriétaires des locaux scolaires, les occupants évidemment, les établissements qui les occupent, les différentes parcelles cadastrales qui sont concernées, et donc identifier les bâtiments et leur surface en mètres carrés de surface de plancher. Comme on l'a évoqué juste avant, il peut s'agir déjà d'une estimation qui sera affinée. Ensuite, il y a la question des remontées de données énergétiques. Et donc, il y a la question de bien identifier les points de livraison, c'est-à-dire ceux qui sont indiqués sur les factures énergétiques par rapport à l'électricité et au gaz. Et enfin, donc, récupérer et conserver les factures de consommation énergétique, donc l'historique, toutes énergies confondues, de l'année 2020, 2021
et donc des années 2010 à 2019, sachant que l'idée n'est pas de reporter toutes les années 2010 à 2019, mais de pouvoir extraire une consommation de référence, ce fameux point de départ, sur 12 mois glissants. Il est nécessaire aussi de prendre contact avec les propriétaires pour valider avec eux ces données administratives, c'est toujours plus pratique. Et Opera, ensuite, permet de faire collaborer le propriétaire et l'occupant en termes de données administratives et après en termes de données aussi de fonctionnement. Donc, il est nécessaire de prendre contact pour valider les éléments liés au bâtiment, notamment les surfaces. Il existe un lien avec EasyBati pour récupérer les données de ces bâtiments. Et donc, on vous recommande évidemment d'adopter ce réflexe Isidore, c'est-à-dire de pouvoir utiliser donc l'extranet qui vous est mis à votre disposition. Vous retrouverez évidemment déjà beaucoup d'éléments en termes de décryptage, le fonctionnement du dispositif éco-énergie tertiaire. C'est ici que vous retrouverez aussi l'AFAQ avec l'ensemble des réponses qu'il peut y avoir par rapport à toutes les questions, la répartition des rôles et puis des propositions d'actions simples aussi pour économiser l'énergie, puisqu'évidemment aujourd'hui on reste sur un accompagnement déclaratif et sur l'usage d'un outil, mais le travail qui viendra par la suite, ce seront évidemment les économies d'énergie liées aux établissements, qui ne sont pas forcément liées que à des travaux de rénovation, mais qui peuvent être liés aussi énormément à des astuces et des optimisations en termes d'usage et de fonctionnement. Dans cet outil, donc EasyBati. Je vais prendre la parole, ce sera peut-être plus simple. Oui. Donc voilà, au niveau des évolutions d'EasyBati, vous aviez déjà initialement l'état des lieux qui vous permettait de recenser en fait l'ensemble de vos mètres carrés, vos propriétaires, le détail de vos surfaces. Donc ça, c'est toujours opérationnel. La nouveauté, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir exporter un fichier en version CSV et l'importer du coup après sur la plateforme Opérate. Et donc, ça créera automatiquement en fait vos structures et ça renseignera les mètres carrés. Voilà, donc de toute façon, après, c'est vrai qu'Opérate a pris un peu de retard dans le développement de son outil, ce qui ne nous a pas forcément permis de pouvoir tout intégrer. Donc là, c'est opérationnel sur tout ce qui est parc immobilier. Et très prochainement, vous aurez un module en matière de consommation, et ce qui va rebondir avec les propos de Gwenaëlle qui vont venir, pour le recensement des consommations. Donc, n'hésitez pas vraiment à suivre l'actualité des plateformes Isidore sur cette thématique. Je vous laisse la parole. Merci Sophie, oui, tout à fait. Je permets aussi de répondre en même temps à quelques questions qui avaient été posées. Donc, pour rappeler le contexte pour ceux qui n'étaient pas présents au tout début, donc effectivement, c'est une obligation réglementaire, il faut l'avoir en tête, c'est aussi important que des taxes. Aujourd'hui, c'est vraiment devient une démarche qui est réglementaire, même si on peut observer aujourd'hui qu'il y a une certaine tolérance, donc qui va rester à peu près 1 an pour éventuellement corriger ces informations. Et on a bien aujourd'hui un décret qui s'applique avec une échéance au 30 septembre pour saisir des données énergétiques. Alexandra va rajouter une information. Oui, juste pour préciser. Ah, ok. Juste pour préciser sur certaines questions, la méthode relative concerne les années de 2010 à 2019. Les années 2020 et 2021 ne sont pas concernées. Et on prend les 12 mois glissants les plus consommateurs en prenant en compte le climat. Oui, donc effectivement, c'était bien. L'idée, c'est bien répondre clairement à ces questions. Ce ne sont pas les années 2021 et 2020 qui servent de référence. Les années 2020 et 2021 sont en quelque sorte le démarrage du suivi et le point de départ, donc c'est-à-dire la référence, c'était entre 2010 et 2019. Pourquoi ? Parce que en fait, ce dispositif, il a été annoncé en 2020. Et évidemment, l'idée n'était pas qu'en découvrant que ce dispositif existe, on ouvre les vannes et on consomme plus que de nécessaire pour se créer une référence avec des consommations très élevées. Donc, on est bien sûr aujourd'hui la nécessité de saisir les années 2020 et 2021. Ce ne sont pas des références, mais ce sont les premières années qu'on commence à saisir sur Opera. Et puis, on continuera à saisir 2022, 2023, etc. La référence, c'était donc lié au passé et on choisit entre 2010 et 2019.
Et donc, comme on l'a indiqué, c'est donc une démarche volontaire. Et puis, il y aura un autre webinaire qui pourra porter notamment sur les dispositifs qui peuvent aider aux économies d'énergie, bien évidemment, puisque aujourd'hui, on est vraiment sur la toute première étape de ce dispositif qui consiste déjà à connaître les consommations, à rentrer les informations énergétiques. Et ensuite, évidemment, les années à venir consisteront à être de plus en plus vigilants sur le suivi énergétique et à planifier avec les aides qui seront disponibles les optimisations en termes de rénovation. Alors, donc la création d'un compte sur Opera, pour revenir à la slide en cours, la création d'un compte sur Opera, donc c'est évidemment la toute première étape. Cette toute première étape est purement administrative. Il faut savoir que la saisie d'un SIRET est la chose qui est donc la plus facile à mettre en place. Donc, il est recommandé, tant que faire se peut, même si on sait qu'il y a des contraintes, c'est toujours plus simple que les OGEC puissent saisir directement leur SIRET, leur SIREN. Néanmoins, s'il n'existe pas, vous pouvez choisir une case qui s'appelle Autre et donc qui vous évite cela. On recommande ensuite de créer un profil avec une adresse mail générique. Comme ça, cette adresse mail générique peut être passée et transmise. Il est possible de créer plusieurs accès utilisateurs aussi pour accéder aux données de la structure. Donc vous avez, voilà, tout début, le choix de la structure assujettie, donc en l'occurrence les LOGEC, avec, comme j'indiquais, un peu plus de facilité si on saisit le SIRET. Néanmoins, on peut cocher la case autre si jamais on est bloqué. L'outil après Opera va recouper les informations, donc c'est sûr que ces enjeux énergétiques aussi vont aider le ministère à reprendre aussi des informations administratives et les faire recouper entre elles. Et ensuite, donc, cette plateforme Opera, pour vous donner donc une vue très simple sur le menu qui est en haut de cette plateforme, il correspond déjà à ce qu'on a pu indiquer. Donc, tout d'abord, une page d'accueil, évidemment, et ensuite, donc, le bouton structure qui permet de saisir donc, ces données administratives et éventuellement les mettre à jour s'il y a des créations de SIRET notamment. Le principe des entités fonctionnelles assujetties. Donc vous allez devoir apprendre ce sigle, EFA, entités fonctionnelles assujetties. Ce sont donc tous les bâtiments ou parties de bâtiments qui font l'objet de déclarations de consommation et qui vont donc avoir une attestation. On va regarder ça par la suite. Et ensuite, donc, l'autre bouton qui s'appelle consommation et qui permet donc de reporter les consommations de chaque année. Donc, on fait des déclarations, un peu comme des déclarations d'impôt, des déclarations de consommation chaque année. Donc, l'année 2020, l'année 2021 et l'année de référence. Ce sont les 3 premières déclarations qu'il faut faire pour chaque entité fonctionnelle assujettie. Vous pouvez ensuite accéder sur Opera à un bouton FAQ qui est très, très dense et qui vous permet d'avoir aussi pas mal de réponses à vos questions. Évidemment, ce sera sur EasyBatik que vous retrouvez la plupart des réponses contextuelles. Il y a également nos possibilités de faire quelques paramétrages et un bouton ressources pour avoir quelques données générales sur le fonctionnement de cette plateforme. Alors, on a vu donc là comment renseigner, créer un compte et renseigner sa structure, en OGEC avec un SIRET. Et ensuite, il s'agit donc de renseigner ces fameuses entités fonctionnelles assujetties, à savoir EFA. Donc, comme on l'a dit, l'EFA, c'est la clé de voûte, c'est-à-dire un échelon à partir duquel le calcul de respect de ces objectifs est vérifié. Un EFA égale une attestation, égale donc une notation éco-énergie tertiaire. Donc, parfois, l'EFA va correspondre à un bâtiment, voilà, une école sur un seul bâtiment. Parfois, il peut correspondre à une partie de bâtiment. Alors, c'est plus le cas quand, par exemple, une entreprise occupe un étage d'un bâtiment de bureau et qu'elle est seule locataire d'un étage, bon bah voilà, elle a une attestation sur son étage. Si vous êtes copropriétaire ou co-utilisateur, co-occupant avec un autre établissement aussi, vous pouvez avoir l'attestation uniquement sur une partie. Et puis, l'entité fonctionnelle assujettie peut correspondre aussi à un ensemble de bâtiments. Il y a une question aussi qui a été posée là-dessus. On a parfois plusieurs compteurs qui arrivent sur un établissement, parfois on a un seul compteur. Il faut savoir que donc l'EFA est rattaché à un occupant
qu'idéalement, elle remonte les données d'un compteur énergétique, mais qu'elle peut aussi remonter les données de plusieurs compteurs énergétiques. On choisit ensuite les informations qu'on veut saisir. Donc forcément, par un souci de simplicité, c'est plus clair de choisir un nombre minimal de FA, même si éventuellement vous avez des établissements qui disposent de plusieurs bâtiments. Cette fameuse entité fonctionnelle peut correspondre éventuellement à un ensemble de bâtiments. Donc si vous avez une arrivée, un poste de livraison énergétique unique, vous pouvez aussi avoir un EFA unique. En tout cas, on raisonne bien par occupant, c'est ce qu'il y a de plus simple. Il existait sur EasyBati la liste de toutes les informations à renseigner par rapport à cette entité fonctionnelle assujettie. Alors, leur tour, donc on ne va pas forcément rentrer dans le détail infime, mais il faut savoir que donc vous saisissez le propriétaire principal de cette entité fonctionnelle. Vous saisissez les périodes de déclaration, c'est-à-dire le mois à partir duquel, en général, vous avez votre période de facturation. Et vous saisissez les références cadastrales, alors qu'ils sont très facilement accessibles en ligne, directement depuis Opera, sur l'outil Géoportail. Donc, on saisit la parcelle cadastrale principale qui correspond aux établissements. Et ensuite, on doit donner des dénominations aux bâtiments qui font partie de cette entité fonctionnelle assujettie, s'il y a un ou plusieurs bâtiments. Comment on fait cela? Eh bien, on va directement sur le menu EFA et on clique sur Déclaration d'une entité fonctionnelle assujettie. Donc, c'est là qu'on crée la première entité fonctionnelle assujettie. Il faut évidemment cocher le fait que le GEC est preneur à bail ou occupant. Et ensuite, on choisit le cas d'assujettissement qui est concerné par cette entité. C'est là qu'on commence à rentrer dans les limbes de l'ADEME. Mais donc, en général, on va avoir donc plutôt un bâtiment qui héberge les activités tertiaires, si c'est donc un bâtiment unique. Et par contre, s'il y a plusieurs bâtiments, donc ça c'est le cas 1, si par contre il y a plusieurs bâtiments que vous voulez rassembler dans une entité fonctionnelle, parce que ce sont par exemple plusieurs bâtiments qui entourent une cour ou qui sont un petit peu indépendants, vous cochez le cas 3, un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site. Pareil, ces choses-là peuvent être modifiées par la suite. Donc, ne vous sentez pas forcément bloqué. Vous pouvez ensuite poursuivre l'utilisation de la plateforme. Une fois qu'on a saisi des entités fonctionnelles, alors vous avez cet exemple qui est donné ici. Donc, j'ai créé 3 entités fonctionnelles assujetties. Il y a une école maternelle avec un AGEC maternel, une école primaire avec un AGEC primaire, et puis il y a un gymnase et internat qui sont utilisés par un collège à proximité. Et donc, dans cette situation-là, on a choisi de saisir 3 entités fonctionnelles assujetties. Alors, on aurait pu éventuellement aussi le réduire à 2. Hein. Donc, il faut bien se dire qu'il n'y a pas toujours la question de faire une erreur ou pas. Il y a aussi la question parfois de vouloir éventuellement optimiser la saisie ou parfois aussi la détailler si on a le temps de le faire ou si on veut le faire parce qu'on sait qu'on va refacturer, par exemple, des factures énergétiques. Donc, les situations sont variées. L'objet de la FAQ, éventuellement, sera de répondre à ces questions plus en détail par la suite. Donc, on a fait une déclaration et ensuite, quand vous êtes dans EFA et que vous allez dans le menu Recherche, vous retrouverez la liste des EFA. On peut, à l'intérieur de ces EFA, comme on l'a indiqué, saisir un ou plusieurs bâtiments et donc il faut savoir que vous devez saisir les éléments de cadastre, les éléments de parcelle. Fort heureusement, donc le dispositif est assez simple puisque vous pouvez directement retrouver ces informations en cliquant sur le lien Géoportail. Vous retrouvez directement le préfixe, la section et le numéro de parcelle. On prend évidemment la parcelle principale. Il peut y avoir des établissements qui sont sur plusieurs parcelles. Il suffit de saisir la parcelle principale la plus importante en surface, par exemple, celle qui est plus visible. Et ensuite, on doit, lorsqu'on a un ou plusieurs bâtiments, donc saisir la dénomination d'un bâtiment, la dénomination du bâtiment. On recommande de mettre des dénominations qui soient claires et il est nécessaire de partager ces dénominations de bâtiments avec les propriétaires des bâtiments parce que les propriétaires sont censés être assujettis aussi. Donc, les informations vont pouvoir se recouper avec eux et du coup, il est recommandé de bien recoller les informations sur la liste des bâtiments de votre établissement avec le propriétaire. Et vous pouvez aussi réutiliser les dénominations courantes que vous avez
pour votre gestion administrative des différents bâtiments. Il s'agit donc, une fois qu'on a fait la création d'un compte sur Opera, la saisie des entités fonctionnelles assujetties, il faut rentrer ces fameuses consommations énergétiques, comme on l'a dit, l'année 2020, l'année 2021, et puis une année de référence. Alors, ces consommations, vous avez dû aussi voir, donc vous avez à disposition sur EasyBati un fichier Excel qui vous rappelle les différentes données qu'il faut avoir sous la main par rapport à ces éléments de référence, mais vous verrez aussi à la saisie sur Opera que toute cette démarche-là est parfaitement guidée. Il est nécessaire donc de choisir, évidemment, quand on commence de renseigner une consommation, choisir l'année, les activités, le sous-détail des activités à l'intérieur du bâtiment, et donc ces catégories d'activités et les sous-catégories d'activités. Et puis ensuite, évidemment, les consommations énergétiques annuelles. Nous allons passer en revue ça avec des illustrations d'Opera. Et pour information, on a parlé donc de la nécessité de récupérer des consommations, les factures énergétiques qui disposent des consommations énergétiques. Il faut savoir aussi que cet outil Opera propose depuis quelque temps, récemment, les évolutions se poursuivent, il propose des mandats automatisés en ligne pour récupérer automatiquement les données électricité et gaz auprès des gestionnaires de réseaux de distribution Enedis et GRDF. Donc, ce dispositif, évidemment, il permet de gagner du temps pour les années 2020 et 2021, puisque grâce à ce mandat en ligne, vous pouvez récupérer les informations automatisées. C'est un petit peu comme le pré-remplissage des impôts, mais évidemment, il s'agit de vérifier et de s'assurer que ces informations sont fiables. Donc, quand on a cliqué sur la première déclaration de consommation, on a indiqué l'activité, puis les sous-activités avec les surfaces associées. Alors là, nous recommandons de ne pas rentrer dans un niveau de détail qui soit trop complexe, parce qu'évidemment, on ne doit pas nécessairement saisir chaque salle de classe, mais plutôt bien séparer éventuellement les lieux qui pourraient avoir des différences très significatives en termes d'activité. Alors, à la base, l'outil montre bien que selon l'activité, on a le droit d'indiquer si les activités sont chauffées ou pas, si les zones sont refroidies ou pas, s'il y a de la logistique, du froid ou du froid commercial, bon, ou éventuellement du stockage. Donc, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'il n'est pas nécessaire de rentrer sur un saisie des activités des différentes salles d'enseignement détaillées, sinon on y passerait des jours et des jours, et qu'il est préférable de déjà saisir des activités type salle d'enseignement, et éventuellement, si vous savez qu'il y a certains usages qui sont vraiment très particuliers, on peut penser par exemple à des espaces qui seraient sous-utilisés, des espaces vacants, ou éventuellement des espaces multi-activités qui sont très utilisés. Bon, là, vous pouvez éventuellement séparer l'information. Et donc, voilà, cette séparation aujourd'hui pourra évoluer. Alors, la question aussi, pour revenir juste sur les entités fonctionnelles avant, effectivement, on peut se dire qu'une entité fonctionnelle correspond à un point de livraison, c'est-à-dire, voilà, dès que j'ai un point de livraison énergétique, je racole à une entité fonctionnelle. Si vous avez un seul point de livraison pour tout l'établissement scolaire, ça peut être plus pratique, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, vous avez plein d'arrivées EDF diverses sur un établissement, donc vous n'allez pas non plus faire plein d'entités fonctionnelles assujetties. Donc, il faut savoir que le logiciel Opera permet de saisir plusieurs points de livraison rattachés à une entité fonctionnelle. Donc voilà, normalement, le principe est quand même de dire qu'un occupant égale une entité fonctionnelle. Et effectivement, parfois, on se laisse un petit peu influencer lorsqu'on a un seul point de livraison sur tout un ensemble scolaire et qu'on ne peut pas forcément bien reconnaître la sous-occupation, les sous-consommations par sous-établissement. Bon, là, on aura trop de difficultés. Donc effectivement, dans certains cas, oui, une entité fonctionnelle correspond à un point de livraison. Quand il y a un seul point de livraison, c'est plus simple. Je peux juste apporter un élément de précision qui revient souvent dans les questions sur la surface. Vous pouvez moduler vos objectifs en fonction de votre intensité d'usage.
mais également aussi en fonction de votre surface. Donc, si vous augmentez votre surface après avoir calculé votre année de référence, vous pouvez la moduler, votre objectif, en fonction de votre surface qui a augmenté. La formule n'est pas très claire à ce stade. On attend d'avoir plus de formules de calcul. Mais pas de souci, si vous avez plus d'usages, plus d'occupants, plus de surface, forcément vos objectifs pourront être modulés. C'est ça, exactement. Donc la modulation est forcément un enjeu important pour la suite. Une fois donc qu'on a renseigné ces activités, comme je l'ai montré juste avant, donc voilà une ou deux activités, sous-activités, on renseigne ensuite directement les consommations énergétiques annuelles telles qu'indiquées sur les factures. Donc, ce sont les données de facture kilowattheure que vous intégrez. Pour le gaz aussi, ce sont les données de facture kilowattheure. Hein, donc, il ne faut pas prendre les compteurs que vous pourrez lire dans l'établissement. Il faut vraiment prendre les factures. L'idée, c'est que ça reste quand même simple en termes de saisie. Donc, prendre ces factures. Comme on l'indiquait juste avant, vous avez possibilité de faire signer automatiquement sur Opera en ligne un mandat qui permet de récupérer les consommations automatiquement. Ça n'empêche qu'il faudra les contrôler. Et comme vous pouvez le voir, c'est un tableau qui peut paraître assez compliqué parce que vous avez sur la gauche, enfin vous avez en tout 3 colonnes de saisie. Dans quasiment tous les cas, c'est uniquement la première colonne qu'on saisit. Donc ce sont les consommations individuelles de votre entité fonctionnelle, consommation totale. C'est donc éventuellement parfois nécessaire de saisir des consommations qui vont être cette fois-ci réparties lorsqu'il y a donc un compteur sur lequel on va dispatcher des consommations au tantième avec différents établissements. D'où l'intérêt après de ne pas forcément avoir des calculs compliqués à faire. Même principe que les impôts, vous gardez simplement une trace de vos calculs si vous êtes amené à devoir en faire, c'est-à-dire si par exemple vous avez souhaité découper des consommations énergétiques au tantième entre une école primaire et une école maternelle par exemple, gardez un petit fichier de aide-mémoire afin de pouvoir justifier éventuellement à l'administration la façon dont ces consommations ont été saisies. Voilà, dans la plupart des cas, forcément, c'est plus simple de reprendre directement la facture et de saisir des consommations individuelles que vous avez directement sur votre facture ou bien qui peuvent revenir directement grâce au mandat en ligne. Une fois qu'on a saisi la partie consommation, les pages suivantes consistent à saisir simplement la station météo qui calcule automatiquement un ajustement climatique. Normalement, elle est présélectionnée, mais vous pouvez éventuellement la changer. Ça ne change pas grand-chose, mais normalement, la station météo est censée être fiable. Et il est possible éventuellement d'ajouter des informations de sous-comptage, de chauffage, si jamais vous les connaissez, c'est-à-dire si vous savez que vous avez des zones chauffées pour lesquelles le gaz sert uniquement au chauffage, ou bien des sous-compteurs qui peuvent exister. C'est possible, mais ce n'est pas indispensable. Ça peut aider simplement à affiner l'analyse de l'outil et après les objectifs associés. Et enfin, dernière possibilité d'ajustement, c'est lorsqu'il y a des volumes d'activité qui seraient au-delà du normal pour des locaux qui sont utilisés de manière significativement élevée. Donc c'est le screenshot que vous voyez tout en bas, qui peut être nécessaire lorsque des salles sont utilisées hors période scolaire. En standard, Opera prend en compte qu'un établissement scolaire, évidemment, n'est pas utilisé 365 jours par an. Et donc, du coup, les valeurs normatives, les valeurs recommandées correspondent à cet usage-là. Mais néanmoins, si une partie des locaux est utilisée plus, parce qu'il y aurait de la location de salles pendant les vacances ou d'autres événements particuliers, il est possible éventuellement de donner des heures supplémentaires d'utilisation sur une année, qui donc dépasseraient les heures d'école. Et donc ensuite, la notion de consommation de référence est exactement sur le même principe que ce qu'on a vu juste avant. Vous avez saisi 2020, vous avez saisi 2021, et ensuite, enfin, l'outil vous demande de saisir la consommation de référence. Et donc, il y aura un outil qui sera prochainement mis à jour. CJBAT et les outils déjà disponibles sur EasyBati vous permettent aussi d'avoir une aide pour cette saisie. Donc l'idée, c'est de piocher 12 mois glissants et les outils qui vont être mis à jour permettront de mieux
faciliter, d'optimiser le choix de cette année. Et vous pouvez déjà tout simplement regarder, observer les factures et choisir éventuellement une année qui correspond à quelque chose de représentatif, comme j'ai indiqué. Ce sont des choses qui seront modifiables par la suite. Voilà donc pour cette explication qui était dense, mais donc je propose déjà une petite synthèse et puis encore après un quart d'heure pour pouvoir répondre aux différentes questions. Donc en synthèse, surtout n'hésitez pas à vous lancer et surtout à bien entrer sur cet outil. Donc c'est relativement simple déjà de créer le compte pour pouvoir découvrir la plateforme. Vous avez pu voir, donc il y a d'abord à avoir en tête le fait qu'on choisit donc la structure, on saisit de préférence les cirés des OGEC ou autres, qu'il faut ensuite donc pas hésiter à aller voir ces fameuses entités fonctionnelles assujetties pour commencer à en remplir une et à observer comment les menus fonctionnent à l'intérieur de ces entités fonctionnelles. À la base, les entités fonctionnelles, ce sont, comme on l'a dit, correspondent en principe à un occupant principal, et il ne faut pas hésiter à simplifier la saisie pour éviter des calculs trop complexes, et donc à vérifier en face les différents postes de livraison énergétique qu'il y a, les différentes factures qu'il y a, faire en sorte que les calculs, les données de consommation ramenées à ces entités soient assez simples à saisir, pouvant piocher uniquement sur les factures. Donc, vous pourrez ajuster ça par la suite, mais donc c'est important de bien comprendre ces menus. D'abord, les entités fonctionnelles correspondent donc à ce qu'on obtiendra derrière comme attestation. Donc, voilà, correspondent aux différents occupants. Et les consommations sont ensuite saisies par entité fonctionnelle. Donc, chaque entité fonctionnelle aura évidemment 3 déclarations de consommation à faire, 2020, 2021 et année de référence. Vous avez aussi compris, plus on a d'entités fonctionnelles, plus on doit faire une déclaration de consommation. Et en naviguant sur la plateforme, vous pourrez assez facilement observer donc des menus. Vous verrez la liste des différentes entités. N'hésitez pas à bien cliquer sur les boutons à la fois modifier avec le bouton qui a un petit crayon et le bouton afficher et un bouton avec une petite feuille. Quand on clique en fait sur ces deux boutons, ça n'affiche pas la même chose. Quand vous cliquez sur modifier, vous allez pouvoir corriger les entités fonctionnelles, les dénominations, etc. Quand vous cliquez sur afficher, vous allez pouvoir avoir des fonctionnalités supplémentaires, notamment, comme on a vu, le fait de pouvoir intégrer des mandats des fournisseurs d'énergie. N'hésitez pas vraiment à faire le tour complet de cet outil pour vous familiariser. C'est vraiment l'approche de l'appropriation d'outils qui vous permettra d'être par la suite plus efficace dans les remontées de données. N'hésitez pas. Et puis, maintenant, nous allons pouvoir répondre à quelques questions supplémentaires, sachant qu'il y en avait déjà qui sont proposées ici et qu'il y en a eu énormément aussi de transmises. C'est une très bonne chose, évidemment. Elles seront toutes reprises et réintégrées dans la FAQ. Donc, allons-y. Je ne sais pas si Sophie ou Alexandra, il y avait J'avais juste un élément à apporter. Le but vraiment du décret éco-énergie tertiaire, c'est pouvoir de suivre en fait vos consommations. Donc réellement, le but, c'est de pousser en fait les personnes à mettre en place donc, du comptage sur le ou les bâtis que vous avez en votre possession pour avoir un suivi. Et donc, on part du principe que si une personne voit ses consommations, forcément, elle fera attention à l'usage qu'elle en a. Je réponds ça par rapport aux questions que j'ai pu voir sur j'ai plusieurs entités fonctionnelles avec un seul compteur général. Vous pouvez très bien mettre des sous-catégories. Si vous avez des constructions, des extensions où vous avez le même compteur, il n'a pas été changé, vous avez donc plus de surface, une modulation peut être prévue. Et vous aurez donc une sous-catégorie supplémentaire. Mais vraiment, le but, si vous faites des travaux neufs, c'est vraiment de prévoir en amont de mettre du comptage pour vous éviter en fait tous ces soucis par la suite. Ce qui est ajouté, effectivement, de sous-compter les extensions, les travaux neufs qu'il peut y avoir doivent être effectivement sous-comptés. Comme on l'a évoqué au niveau de donc, ces questions générales, alors ça recoupe un petit peu avec les questions qui sont actuellement publiées. Donc les lieux spécifiquement utilisés pour le culte ne sont pas assujettis. Par contre, évidemment, s'il y a aujourd'hui des chapelles ou des églises qui ne sont plus utilisées pour le culte, mais qui sont utilisées pour d'autres usages,
on ne peut pas prétexter qu'ils ne soient pas assujettis parce qu'ils ne sont plus utilisés pour le culte. Par contre, il peut y avoir évidemment des contraintes patrimoniales pour certaines chapelles, certaines églises. Du coup, on sera sur le dispositif plutôt de justifier des contraintes patrimoniales si on considère que ce n'est pas possible, pour des raisons architecturales et patrimoniales, de les rénover par la suite parce qu'elles ont des consommations très élevées. Est-ce qu'il y a d'autres exclusions possibles? On les a déjà listées. Les coûts de rénovation trop élevés. Il y a une question sur le fait que les coûts énergétiques vont être en forte hausse, c'est clair. Donc, les coûts énergétiques aujourd'hui, la visibilité est forcément assez incertaine, mais il est évident aujourd'hui que ça sera de plus en plus intéressant, évidemment, de faire de la rénovation énergétique à cause de ces augmentations de coûts. Donc, normalement, les dossiers techniques qui seront montés prendront en compte, évidemment, une inflation accentuée des coûts énergétiques. Ça a déjà été le cas auparavant, mais ce sera évidemment augmenté. Donc, à la question, oui, s'il y a une chapelle dans un bâtiment d'enseignement, effectivement, si elle est utilisée pour le culte, elle est exemptée. Si par contre, elle est utilisée comme salle de permanence ou salle de cantine, etc., normalement, elle est bien à intégrer dans la saisie sur Opéra. Oui. Juste une petite précision. Quand vous êtes sur un bâtiment qui a été livré après 2019, parce qu'on a dit que la méthode relative était basée entre 2010 et 2019, tous les bâtiments livrés après 2019 n'auront forcément pas de méthode relative. Ils seront soumis seulement à la méthode absolue. On part du principe que comme ce sont des bâtiments neufs, ils ont fait donc des travaux, ils ont tout bien fait pour pouvoir justement, ils sont moins énergivores en fait, tout simplement, qu'un bâtiment qui est existant et tout à fait, ils suivent la réglementation en vigueur. Vous devez quand même déclarer, tous les bâtiments doivent être déclarés, qu'ils soient existants, neufs ou bientôt livrés. Tous les bâtiments tertiaires sont assujettis et je pense que j'ai eu pas mal de questions sur ce sujet. Les logements ne sont pas concernés par le décret. C'est seulement le tertiaire qui est concerné. Donc les logements de fonction ou logements sont considérés comme du résidentiel. Par contre, les internats ou ce qui peut être éventuellement, je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés, mais des foyers d'hébergement, personnes âgées ou tout ce qui est lié à l'hôtellerie est par contre considéré comme du tertiaire. Donc c'est que le logement qui n'est pas concerné. Sur la question, pour bien préciser les choses, la question d'intensité d'usage, normalement, correspond aujourd'hui uniquement lorsque on a une consommation, un usage qui dépasse l'usage réel. Donc, si on a des établissements qui ont été fermés pendant une partie de l'année ou sous-utilisés, normalement, on n'a pas de correction, d'ajustement à saisir. Par contre, évidemment, lorsqu'il y a des zones qui sont complètement vacantes sur l'année, ou voilà, vacantes une bonne partie de l'année, on a le droit de saisir que ce sont des zones vacantes. Donc, voilà, normalement, l'intensité d'usage correspond à permet de pallier en fait à des risques de surconsommation, permet d'atténuer les objectifs par rapport à des risques de surconsommation. Pour préciser sur ce point-là, en fait, le fait que vous classiez vos locaux en enseignement, ça prend bien en compte le fait que vos locaux ne soient pas ouverts 365 jours par an. Donc voilà, il y avait une question en ce sens. Je pense que plusieurs personnes, vous n'avez pas de retraitement à faire à partir du moment où vous avez mis que c'est une école. Logiquement, il y a une méthode de calcul dans l'arrêté valeur absolue. En fait, grosso modo, c'est les 36 semaines fois les 5 jours d'ouverture, etc. Enfin, voilà, ça, c'est du classique. Après, il y a des variations à faire. Effectivement, plutôt si vous avez fermé pendant 6 mois, pour X raison que ce soit, ou si, par contre, vous avez beaucoup plus d'activités sur, je pense, par exemple, l'accueil l'été. Donc, voilà. Donc, et c'est là qu'il faudra éventuellement faire varier l'intensité d'usage de vos bâtiments. Sinon, c'est pris en compte. Le fait que ce soit du scolaire, c'est pris en compte. Le temps d'ouverture de nos établissements est pris en compte. Au vu du nombre de questions, on ne pourra pas répondre à toutes, bien sûr. Donc, pas de souci, on recevra donc un fichier avec toutes les questions et on vous enverra les réponses.
À certaines questions, j'ai également indiqué que j'allais me renseigner auprès de la législation pour vous donner la bonne catégorie, puisqu'on fait partie d'un groupe de travail avec l'IFPEB sur le décret éco-énergie tertiaire, et on vous transférera les réponses des législateurs. Parce qu'évidemment, il y a certaines questions qui sont remontées actuellement effectivement à l'ADEME, qui n'y a pas toujours les réponses immédiates. Donc, en tout cas, un grand merci pour toutes ces questions, puisqu'évidemment, ça va faire gagner beaucoup de temps à l'ensemble des établissements, parce que ça lève énormément de choses qui peuvent être récurrentes. Donc, c'est une très bonne chose. Et puis, donc, on préparera les différentes réponses qu'il peut y avoir. Une précision pour ceux qui sont arrivés en retard, parce qu'a priori, il y a eu des soucis de connexion, donc ils n'ont peut-être pas entendu le message au départ. Donc, le support sera disponible d'ici début du mois prochain, enfin fin de semaine prochaine, ainsi que le replay. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces éléments très prochainement en ligne. Donc voilà, n'ayez pas de crainte si vous avez loupé, parce qu'il y a eu des problèmes de lien de connexion et je m'en excuse. Donc voilà, on a essayé de rattraper les gens en route. Et puis, voilà, vous retrouverez l'enregistrement en plus. Voilà, Oui. donc l'enregistrement et le support seront disponibles, ainsi que les réponses auxquelles on n'a pas pu traiter dans le cadre de cette intervention. Donc voilà, je remercie donc Gwenaëlle et Alexandra de venir en soutien en fait de ces animations. Et on remercie aussi la Mutuelle Saint-Christophe qui nous a permis aussi de réaliser ces webinars et les prochaines présentations qui vous seront proposées. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Donc, vous avez les coordonnées qui s'affichent ici. Très bonne journée à tous. Bon courage pour la rentrée scolaire, parce qu'il y a un certain nombre de chefs d'établissement présents. Donc, merci d'avoir pris ce temps avec nous. Donc, bon courage pour cette rentrée à venir et bon courage pour vos obligations déclaratives. Donc, après, n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous pour toute question complémentaire. Et de toute façon, on vous joint en même temps, je pense que l'envoi des supports, le lien vers la plateforme téléphonique qui vous permettra de répondre à des cas un peu plus particuliers que des cas un peu généraux qu'on va traiter soit là, soit dans des présentations ultérieures. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et merci de votre participation. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.